Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et merci de votre fidélité. Ce soir, un hors-série avec en fil rouge un grand témoin étranger. Il s'agit de l'écrivain David Diop, demi-étranger puisque franco-sénégalais. David Diop, dont le roman Frères d'âme a reçu cet automne le plus sincère et sans doute le plus fervent des prix littéraires français, le Goncourt des lycéens. Avec David Diop, nous évoquerons son roman bien sûr, mais aussi plusieurs dossiers d'actualité. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, réclamé par les Gilets jaunes pour que la parole d'en bas remonte vers le haut. Ce pourquoi on milite, c'est plus de justice sociale et puis donc surtout le référendum d'initiative citoyenne qui va permettre que votre voix, que la mienne et que celle d'un député soient prises en compte de la même manière. La représentation est en crise. Le RIC permettrait-il de ramener de la démocratie, de contrebalancer le jacobinisme étatique, ou faut-il craindre une forme de démocratie du clic, des passions, des pulsions? Autre dossier ce soir, l'Europe et l'immigration. D'un côté, montée des populismes, exploitation de l'insécurité culturelle, et de l'autre côté, le patronat allemand qui vient de vanter l'intégration du million de réfugiés arrivés en Allemagne en 2015. Vous retrouverez enfin à la fin de l'émission nos fantassins, Maudu et Saltiel. À propos de quoi? Bonsoir messieurs. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Les mosaïques de la basilique de la Nativité à Bethléem ont été révélées après leur restauration. On avait oublié combien elles étaient belles. Nativité, et puis cette saison, eh bien c'est l'occasion pour moi de rappeler la naissance de la crèche. Vous allez voir, c'est assez tardif avec une petite idée derrière la tête. Très bien, et vous François? Oui, ils se sont dit oui près d'une quarantaine de couples. C'était du brésilien, oui, c'était tout à fait, du portugais, brésilien, sonorité, 40 oui. couples homosexuels qui se sont mariés à Sao Paulo avant l'arrivée au pouvoir en janvier de Jair Bolsonaro, qui, on le sait bien, ne porte pas les homosexuels dans son cœur. Il paraît, à tout à l'heure les amis. Bonsoir Nadia Dame. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Anne Rosenchère, directrice déléguée. C'est toujours ça, de la rédaction de l'Express. Bonsoir, Mes deux complices pour accueillir un écrivain. Et quel écrivain, dites donc. David Diop, bonsoir. Bonsoir. Prix Goncourt des lycéens. Superbe bande. C'est le plus beau des prix, non? Je ne vais pas vous contredire. C'est ça, vous avez l'air absolument ravi. Une question, on va évoquer bien sûr votre roman, après votre portrait, David Diop, Frères d'âme. Ça se passe pendant la guerre de 14, pendant la Grande Guerre. C'est la lecture de correspondances de Poilu qui vous a bouleversé, chaviré et envie d'en savoir plus ou donner peut-être une sorte de piste pour vous intéresser aux tirailleurs sénégalais? Oui, j'ai lu il y a 20 ans des lettres de Poilu rassemblées par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Guénaud. Oui. Et ces lettres vraiment m'ont troublé et je les ai trouvées extrêmement émouvantes. Et tout de suite, comme j'ai deux cultures, oui. je me suis demandé, les tirailleurs sénégalais, est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit. Ils ont écrit en effet, mais ce sont des lettres très administratives. Ce ne sont pas des lettres intimes ou qui dévoilent une intimité avec la guerre. Donc je me suis dit, je vais essayer d'inventer cette intimité avec la guerre en imaginant ou en essayant de retrouver cette intensité émotionnelle que j'avais ressentie. Être un porte-parole à travers la fiction et la réinvention. Alors un porte-parole, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais qu'on voit l'intériorité d'un soldat aux prises ou en prise avec une guerre extrêmement violente, venant d'Afrique. Et qui n'était pas forcément la sienne, absolument. On en parle dans un instant, juste après votre portrait signé par Sandrine Le Calvez. Regardez. Il était pressenti pour tous les grands prix littéraires. David Diop a séduit le plus franc et le plus passionné des jurys, celui du Goncourt des lycéens. C'est lui que nous célébrons ce soir. Il appartient à cette grande tradition des professeurs écrivains. Pour moi, vraiment, la transmission de la passion de la littérature à la jeunesse, c'est ma vie. David Diop, 52 ans, maître de conférences en littérature à l'université de Pau, est un passeur d'histoire franco-sénégalais. Né à Paris, il a 5 ans lorsque sa famille s'installe au Sénégal, le pays de son père. Dakar n'est qu'à 5 heures de vol de la France, moins de temps qu'il n'en faut pour aller par la route de Paris dans les Alpes. Ces allers-retours entre l'Afrique et l'Europe vont rythmer sa vie et ses livres. Son premier roman imagine le voyage en France d'une délégation de 11 Sénégalais, attendus à Paris à l'exposition universelle de 1889, en partie dédiée aux colonies. Ils échouent dans un cirque qui souhaite monter un spectacle de nègres. Je parle du fait d'être regardé en tant qu'on est, si vous voulez, noir, africain au XIXe siècle et comment on est vu au moment où l'empire colonial français est en train de se construire. Avec son deuxième roman,
Frères d'âmes, plébiscité par les lycéens, c'est un autre pan du colonialisme que David Diop explore, celui des tirailleurs sénégalais. Il se met dans la peau d'un de ces soldats qui a combattu l'ennemi allemand loin de chez lui, dans l'horreur de la Grande Guerre. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Comment demeurer humain dans le chaos de la guerre? Quand un soldat cesse-t-il d'être un homme? David Diop soulève des questions universelles et contribue à ce que les tirailleurs remportent leur dernière bataille, celle contre l'oubli. Le voilà, le roman, le prix Goncourt des lycéens, Frères d'âmes. Juste une question avant qu'on rentre dans le livre. Comment expliquez-vous cette ferveur très particulière des lycéens? Parce que vous transmettez une histoire, vous leur avez ouvert une sorte d'univers qui leur était encore assez opaque ou étranger? C'est possible, mais je pense également que c'est un personnage, le personnage principal, Alpha Ndiaye, qui a leur âge. Oui. Et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'il y a un siècle, des jeunes gens d'à peu près leur âge partaient à se faire tuer. Comme chair à canon, comme on disait Exactement. à l'époque, hein, c'est ça. Exactement. C'est Alpha Ndiaye, donc le personnage qui a l'âge des lycéens d'aujourd'hui, qui se retrouve au front avec son meilleur ami, son plus que frère, et ce plus que frère est éventré de haut en bas par un homme aux yeux bleus, un Allemand. Et il y a un désir de vengeance peut-être qui va se mettre en œuvre et qui va révéler une sauvagerie instrumentalisée ou manipulée par l'État français, par l'armée française chez lui. Oui, dans l'équipement des tirailleurs sénégalais, il faut savoir qu'il y avait un coupe-coupe. Et c'est un coupe-coupe sauvage, en fait. C'est pour effrayer l'ennemi. Dans une main le fusil, dans l'autre le coupe-coupe. Voilà, dans la main le fusil réglementaire et dans l'autre main le coupe-coupe également réglementaire. Fourni par l'armée ou apporté? Fourni par l'armée. Fourni par l'armée. Et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une guerre, en fait, des préjugés. Une guerre des préjugés entre la France et l'Allemagne autour du tirailleur sénégalais et qui était pris entre deux feux, d'une propagande qui l'instrumentalisait pour effrayer du côté français les Allemands et du côté allemand pour dire que la France avait négrifié son armée, qu'elle avait ensauvagé la guerre. Et on l'a retrouvé d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puisque les troupes de la métropole à la fin de la Première Guerre mondiale sont rentrées dans leur foyer. Ouais. Et on a conservé les tirailleurs pour l'occupation de la Rhénanie. Et ça, les nazis, après, le reprocheront beaucoup aux Français. Et se sont vengés. Et ils ont accusé à tort très souvent les tirailleurs sénégalais d'avoir commis des viols. Et en 1940, quand ils arrivent sur le territoire français, en juin 1940, ils tuent sans autre forme de procès souvent les tirailleurs sénégalais qu'ils rencontrent sur leur chemin. Et ça, c'est un souvenir de ce qu'ils ont appelé la honte noire. Vous avez beaucoup enquêté pour écrire Frères d'âmes, au-delà du travail d'imagination. Il y a eu un gros travail d'enquête. Vous avez tout lu? Non, je n'ai pas tout lu. J'ai lu des travaux d'historiens, d'universitaires, des travaux de Marc Michel, un peu plus tard de Pierre Bouvier. Et j'ai recueilli beaucoup d'informations, mais je me suis attaché à les oublier. C'est-à-dire à les laisser de côté au moment où j'écrivais ma fiction, parce que je ne voulais pas écrire un roman historique. Ouais. Voilà. Et les souvenirs les plus importants sont remontés, en fait, en tout cas plus importants dans l'écriture de cette fiction-là. David Diop, le Alpha Ndiaye, donc votre personnage qui frôle la folie à certains moments, et peut-être même à la fin du roman, coupe des mains chez les soldats d'en face, chez les Allemands, il en coupe 7. La main, c'est un incroyable symbole. La main peut caresser, la main peut créer, la main peut tuer, la main peut massacrer. Oui, et pour moi, le summum, si vous voulez, de la sauvagerie, c'est couper des mains. Et j'en ai retiré l'idée en lisant des textes sur la colonisation de la République démocratique du Congo, qui était le Zaïre, et qui était une possession avant de Léopold II, le roi des Belges, au XIXe siècle, où, très paradoxalement, quand les cultivateurs qui cultivaient du caoutchouc ou qui récoltaient du caoutchouc n'avaient pas des récoltes suffisantes, se faisaient couper les mains. Et ensuite, je me suis rendu compte, alors en lisant un texte de Blaise Cendrars, qui s'intitule « La main coupée », qu'il y avait une imagerie de la Première Guerre mondiale autour de l'amputation des mains. Et c'est vrai, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre d'amputation, d'éventration. Et donc, ce motif-là, je pense, a dû me hanter quand j'ai écrit et que finalement, j'ai exploité peut-être plus ou moins consciemment les sources que j'avais lues, historiques.
1918-2018, Nadia, un musée vient d'ouvrir au Sénégal. C'est ça, à Dakar, ça s'est passé jeudi dernier. Le Sénégal a effectivement inauguré ce musée qui s'appelle le Musée des civilisations noires. C'est un projet qui est qualifié de panafricain, qui avait déjà été imaginé par le poète président Senghor, c'était en 1966. Alors le directeur qui a été interviewé a bien pris soin de préciser, je le cite, qu'on peut maîtriser la température et l'humidité dans chaque pièce. C'est une manière assez habile de contredire cette idée qu'on entend beaucoup et qui veut que le continent africain n'a pas les infrastructures pour accueillir et conserver ses œuvres. Et justement, donc ce jour-là, le ministre de la Culture sénégalais en a profité pour réitérer un appel qu'il avait déjà lancé au président français Emmanuel Macron, juste après ce rapport très controversé sur la restitution des œuvres d'art. Il dit que le Sénégal veut récupérer tout son patrimoine et dès maintenant. C'est vrai que la France veut un peu temporiser, elle parle d'impact, enfin, il n'y a pas de projet immédiat. Est-ce que le Sénégal a raison? Il faut récupérer tout et maintenant? Oui, je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne récupérerait pas les œuvres d'art qui ont été emportées depuis très longtemps et qui sont exposées dans des musées français. Le Sénégal et bien d'autres pays africains, d'ailleurs. Oui, je pense que la première démarche, elle vient du Bénin, qui avait lancé cette demande-là même avant le Sénégal. Donc je trouve tout à fait légitime que ces œuvres reviennent. Alors s'il est temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment très important que ces œuvres-là puissent être vues par les Sénégalais. Et qu'elles soient réappropriées dans le patrimoine. Tout à fait, le patrimoine culturel et artistique, qu'elles soient réintégrées. L'histoire culturelle de l'Afrique de l'Ouest, moi je suis un spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, je travaille sur les récits de voyage au XVIIIe siècle. Et il y a une histoire culturelle qui est lisible dans les récits de voyage d'Européens en Afrique ou vers l'Afrique ou sur les côtes. Et je pense que cette histoire culturelle peut se développer si on récupère des objets qui sont décrits dans ces voyages-là et qui ont été emportés tout au long de ces siècles-là. Donc c'est une bonne chose. Vous avez dit, je crois, que vous étiez inspiré du phrasé et de la langue des griots pour écrire votre livre. Et c'est vrai qu'il y a ces formules qui reviennent et qui scandent le basculement dans la folie de votre personnage. C'était quoi cette inspiration, justement ? Alors, pas nécessairement des griots, mais j'ai voulu intégrer à la langue française l'idée que le personnage parlait une autre langue que le français. Quand on pense, je ne suis pas sûr qu'on sache dans quelle langue on pense dans le fond. Et le personnage pense en wolof, mais la traduction est faite en français. Et le français, on peut manipuler cette langue. C'est une langue souple, une langue malléable. Et j'ai voulu travailler sur le rythme du français pour inspirer au lecteur l'idée qu'il y avait un horizon culturel différent qui s'inscrivait dans le texte. David Diop, frère d'âme. Vous restez avec nous, David Diop. Nous allons poursuivre ce hors-série avec deux correspondants de la presse étrangère en France, une Vénézuélienne et un Suisse. Quel suspense. Mais d'abord, Cliché, la petite moulinette à Cliché de Thibault Nold se concentre ce soir sur le Sénégal. Cliché, grande destination, petites observations. Le Sénégal. Dans l'imaginaire collectif, le Sénégal est un petit pays d'Afrique, beau et chaud, où il fait bon glander à l'ombre d'un baobab en savourant son fruit, le pain de singe, profiter de la terenga, la super hospitalité sénégalaise, et relire Senghor, le poète président. L'étoile du matin vint s'asseoir parmi nous, et nous pleurâmes délicieusement. Mais que reste-t-il des autres clichés du Sénégal ? Paris-Dakar. Promesse de beaux voyages au pays de royaumes disparus, dont celui de Ndaté Yala, dernière grande reine de la région du Waalo et héroïne de la résistance aux colons français. Hélas, le chemin est devenu l'itinéraire d'enfants gâtés en 1979, résumé ainsi par Renaud, chanteur éthéré. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion, ça fait un max de Blair aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Tirailleurs sénégalais. Courageux soldats français d'Afrique, couverts de gloire en 14-18, de tous les conflits jusqu'au début des années 60. Hélas, ce corps fut constitué par réquisition, réduit à une honte noire par les Allemands de la Seconde Guerre et brocardé par Senghor lui-même pour sa fidélité à la France en dogue noir de l'Empire. Djembé, instrument majeur d'Afrique de l'Ouest, calice surmonté d'une peau d'antilope par qui arrive le rythme. Senghor, qui pensait ses poèmes en syncope, expliquait « Seul le rythme provoque le court-circuit poétique et transforme le cuivre en or, la parole en verbe. » Hélas, le djembé pratiqué dans nos parcs et jardins par le peuple de l'herbe au beau jour est un infernal massacre du printemps.
Sénégal outragé, Sénégal brisé, Sénégal martyrisé. Mais Sénégal libéré, jovial et droit dans ses bottes. Entre je vous aime et je ne vous aime pas, il n'y a pas de place pour la dispute. Un cliché très net. Et ben voilà, Sarah Suarez, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante vénézuélienne basée à Paris. Et à côté de vous, Richard Verly, correspondant évidemment bien connu à Paris du quotidien suisse, Le Temps. Juste un mot à propos du Sénégal, David Diop. Ça vous faisait rire, ces évocations avec Senghor qui revenait de façon comme ça répétitive. Les deux héros de votre roman Frères d'âme viennent d'un village qui s'appelle Gandiol, paternel. Non. J'ai situé ce village parce qu'il était près de Saint-Louis, où il y a en effet une partie de ma famille. Et je voulais un village qui soit situé entre la terre et le fleuve, et pas très loin de l'océan. Et c'est un village qui est près du fleuve, non loin de la mer, séparé par la langue de Barbarie, et qui est ancré aussi sur le continent. David Diop, on va démarrer, on va passer en revue 4 événements, 4 actualités de la semaine, sans S, à 4. Anne ? Et on commence par le patron des patrons allemands, Ingo Kramer, qui a déclaré le week-end dernier à un quotidien que l'intégration du million de migrants accueillis outre-Rhin depuis 2015 était d'ores et déjà réussie, et même qu'elle s'était déroulée plus vite que prévu. Alors, est-ce que c'est là le discours politique à rebours des craintes contemporaines, ou le satisfecit d'un patron bien content de pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre pas chère et corvéable à merci, Richard Verly? Là, je ne sais pas quelles sont les intentions de ce patron, mais il représente quand même le patronat allemand. Donc il me semble que s'il dit ça, c'est que ça repose sur des réalités économiques et sociales. Et si c'est vrai, franchement, bravo, ça prouve qu'ils y arrivent. C'était difficile, on sait les conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Et donc ça veut dire que tous ces gens sont en train quand même d'être insérés dans le dispositif productif allemand. Certes, peut-être à moindre coût, c'est un autre débat, mais leur insertion, en revanche, c'est une bonne nouvelle. Oui, beaucoup de flexibilité néanmoins, et des salaires, des bas salaires. Peut-être, mais je trouve que l'insertion, elle, est une bonne nouvelle pour la société allemande. Et Sarah Suarez, vous pensez que c'est économiquement, c'est la clé, ou est-ce que finalement la vision économique des choses ne prend pas en compte l'ensemble des craintes qui peuvent se manifester? Bon, bien sûr que là, c'est les grands porte-monnaies qui parlent. Hein, et on sait très bien aussi que quand on est une immigrée, on prend les travails qu'il y a, on ne fait pas trop de choix, on se soumet à ce qu'on nous propose et on n'ose pas trop demander ni exiger des droits parce qu'on a toujours peur de perdre cette place qu'on a eue. Par contre, il y a aussi l'OCDE qui a sorti un rapport assez intéressant et qui parle justement de cette intégration et de l'importance de l'intégration. Donc c'est le mot-clé en ce moment, en tout cas en ce qui concerne réfugiés et migration. Et apparemment, tout passe par là. Et effectivement, c'est hyper important de pouvoir faire partie d'une société et d'être respecté. Et si ça marche en Allemagne, pourquoi pas essayer aussi des techniques par ici. David Diop, la semaine dernière, il y a eu une réunion à Marrakech pour le pacte de Marrakech. C'était sous l'égide de l'ONU. Le pacte de Marrakech qui est une manière non contraignante de réguler de façon raisonnée les migrations. Ça a fait exploser le gouvernement belge à cause d'un nationaliste flamand qui n'a pas voulu corroborer et accepter ce pacte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour revenir aussi un peu sur ce qui a été dit, à propos de l'intégration par le travail, c'est un phénomène qui existe et qui a existé en France depuis fort longtemps. Pendant les 30 Glorieuses, on a fait venir des travailleurs immigrés et donc c'était une intégration économique. Quant à savoir si l'intégration ensuite a été politique, c'est une autre histoire. Et peut-être que l'économique, ou en tout cas le sentiment que ça va trop donner du travail, peut-être un travail aussi peut-être moins bien rémunéré pour ces personnes-là, ne doit pas masquer le fait que, eh bien, peut-être ensuite, il y aura des difficultés, des problèmes autour de l'intégration parce que les populations locales, on va dire, ne vont pas accepter ce travail. Vont faire état d'insécurité culturelle. Exactement. Ou ne vont pas accepter ce travail. Exactement. Donc, bon, c'est peut-être pour l'histoire de l'Allemagne en ce moment, ça règle peut-être ou ça donne le sentiment de régler quelques problèmes, mais je pense que des questions demeurent. D'où vient justement le fait qu'on n'arrive pas à parler des questions d'immigration et d'intégration sereinement? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit toujours passer d'un extrême à l'autre, soit dire c'est extraordinaire d'accueillir tout le monde comme l'a fait Angela Merkel au départ, soit dire c'est horrible, les viols explosent ou que sais-je. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à en parler sereinement, Richard Verly?
La peur, d'abord. Parce que la peur s'est installée, la peur des migrants, quoi. la peur des migrants qui viennent prendre le travail. Enfin, on n'a pas besoin de répéter les arguments. Et instrumentalisé par les partis politiques. Évidemment, donc je pense que la peur s'est installée dans beaucoup de pays, sans doute à tort, et aussi parce qu'il y a ce sentiment général d'inquiétude généré par la mondialisation. On le sait bien, la mondialisation inquiète des populations qui se sentent fragilisées, et donc elles sont fragilisées au moment où intervient une arrivée massive des étrangers, et la déflagration des deux peut être explosive. Est-ce qu'on renvoie toujours ça à la peur, comme si c'était un sentiment et pas quelque chose qui était vécu vraiment, vous en parliez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vécu vraiment par les populations locales, comme vous disiez, c'est pas que de la crainte fantasmagorique, si? Alors, je pense que quand on observe la carte des élections, dans certaines zones où l'extrême droite a été gagnante, eh bien, il n'y a aucun immigré. Donc c'est un fantasme, au sens étymologique du terme, une sorte de fantôme, de spectre qui effraie. Et donc je crois que les relais peut-être entre ce qui arrive et les populations, pourquoi pas les médias, eh bien amplifient ou en tout cas donnent une vision des choses qui peut effrayer. C'est la faute des médias, vous pensez ? Non, pas nécessairement des médias, mais en tout cas de la façon dont certaines affaires sont traitées, dans l'urgence, dans le scoop. Le sensationnel. Et le sensationnel. Quand on prend les choses peut-être de plus longue main, on se rend compte que les gens, une fois qu'ils ont rencontré des étrangers, entre guillemets, eh bien, compatissent. Parce que vous disiez tout à l'heure que la mondialisation, elle est prise de plein fouet par les populations européennes, mais la mondialisation aussi, elle touche ceux qui arrivent. Évidemment. Et donc, c'est un partage d'une expérience peut-être qui peut être positive. Une expérience commune. Vite sa presse internationale, on va s'intéresser à la COP24, conférence sur le climat qui vient de se terminer en Pologne, un pays largement dépendant du charbon. La conférence était d'ailleurs parrainée par le premier producteur de charbon en Europe et il est polonais. Un mauvais signal de départ et à l'arrivée une COP24 aux résultats décevants selon les ONG et les pays les plus vulnérables qui sont au nombre de 47 en cause des blocages affichés par les États-Unis, la Russie, le Brésil, entre autres. D'où une prudente hier à la une évidemment du quotidien chinois anglophone China Daily, à propos d'un sommet esquissant les prochaines étapes de la lutte contre le réchauffement climatique. Sarah Suarez, est-ce qu'on a le temps d'esquisser les prochaines étapes ? Est-ce que la mesure a été prise ? Je pense que cette déception, elle est complètement compréhensible. C'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. Moi, je ne suis pas d'accord quand on parle de pays pauvres qui seraient juste passifs, là, à attendre et se faire ramasser par les... C'est vrai qu'il y a des grands pollueurs, mais je pense que la responsabilité, elle est de tous. Et même les pays pauvres, ils ont des responsabilités. Enfin, les îles Fidji, qui appartiennent au fameux groupe des 47 pays les plus vulnérables et les plus menacés par le réchauffement climatique, ne sont pas les plus pollueurs. Non, bien sûr, mais on a tous des responsabilités. Et je dis ça parce qu'il y a eu un moment aussi où il y avait des gros reportages concernant la vente ces sortes d'enchères sur les charbons. Pardon. Le marché carbone. Les marchés de carbone, pardon. Et justement, là, les petits pays profitaient de vendre leur part aux plus riches, juste au profit économique. Donc, c'est une conscience collective et on a tous beau à faire des efforts dans nos maisons, dans nos petits quotidiens, mais si tous les gouvernements ne font pas vraiment les efforts nécessaires, je pense que vraiment, on ne va pas pouvoir stopper non seulement la crise. tous les gouvernements ne font pas d'efforts, mais il y a même des gouvernements qui reculent et qui versent aujourd'hui dans le climato-scepticisme. Au Brésil, aux États-Unis. Bien sûr, le comportement du Brésil et de la Turquie, là justement, on a fait un grand débat quand Donald Trump s'est retiré la fois précédente, et maintenant c'est un peu comme si ce moment est passé et on se permet de juste regarder ailleurs. Mais c'est un problème qui est vraiment très inquiétant et je pense qu'on va pas par un bon chemin. Pardon. Oui, une chose quand même, la paralysie que voulait Donald Trump, elle est quand même en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que le retrait américain, on voit bien, a tétanisé ces grandes conférences internationales et ça, c'est très dangereux. David Diop, sur la question. Je pense qu'on a un modèle économique qui... Il faut changer de modèle. Oui, non, mais comment faire ? Ça ne passera que par là. Comment faire ? C'est ce modèle économique qui est fondé sur toujours plus de production et toujours plus de consommation. Et toujours plus de mobilité aussi. Oui, donc je ne sais pas. C'est vraiment une question très, très complexe. À Saint-Louis, dans le village que vous évoquiez dans votre livre, là, sur ce littoral, on voit très, très nettement le problème de la montée des eaux à Saint-Louis, qui dévore littéralement le littoral.
Il y a une partie de Saint-Louis, le quartier de Guednar, qui est submergé par la marée. Et donc, voilà, ça c'est vraiment... Le Sud doit-il se serrer la ceinture à cause des excès du Nord depuis 150 ans, depuis la révolution industrielle? C'est ce qu'on entend parfois. Je ne suis pas un économiste, mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu des modèles de développement économique qui ont vraiment gaspillé les ressources de la Terre. Si on présente ce modèle économique comme étant un exemple à suivre et le seul à vivre, on ne va pas s'en sortir. Donc, à part ça, je ne peux rien dire de plus. La télévision des autres, Oui, Nadia? j'ai regardé de la télé-réalité, et de la télé-réalité de qualité, parce que ça existe. Alors, on connaissait les émissions de télé-réalité qui vont sacrer le meilleur chanteur, le meilleur aventurier, le meilleur pâtissier. Et voici une télé-réalité qui couronne le meilleur citoyen, ou en tout cas le citoyen le plus honnête. Ça se passe au Nigeria. C'est une émission de télé, donc, qui s'appelle Integrity Idol, qui est une référence au télécrochet américain qui s'appelle American Idol. C'est une start-up en réalité qui a adapté au Nigeria un programme qui a été éprouvé dans plusieurs autres pays, au Népal, au Libéria, au Pakistan, au Mali. On a tapé un ou deux pour choisir son candidat le plus honnête. Et c'est au Nigeria donc que ça s'est passé la semaine dernière et le concours prend vraiment tout son sens dans ce pays parce qu'il est gangréné par la corruption. La preuve, il occupe la 148e place sur 180 au classement de Transparency International qui classe les pays en fonction de la perception de la corruption par la population. Mais ce n'est pas qu'une affaire de ressenti parce qu'il y a aussi des chiffres. Un rapport de l'ONU de 2017 qui estime que 4 milliards d'euros sont payés chaque année en pots de vin. Et alors ça touche absolument toutes les strates de la population. On a des étudiants qui vont payer des bacs-chiches pour obtenir un diplôme, des chômeurs pour obtenir un job. On peut même payer pour avoir son permis de conduire, mais ça existe un petit peu partout. Et le domaine le plus spectaculaire, c'est celui de la justice. En début d'année, on a appris qu'un juge anticorruption avait été accusé de corruption, ce qui est assez ballot. Et le président qui a été élu en 2015, il avait annoncé vraiment une lutte féroce contre la corruption, sauf qu'à peine 5 affaires sont arrivées devant les tribunaux, ce qui est assez peu. Donc la personne qui a été couronnée s'appelle Abdul Majid Onyani et il est juge à la Cour fédérale d'Abuja. Donc c'est la personnalité la plus intègre du Nigeria, donc ça fait beaucoup de bruit. Après, il faut voir comment ça va être accueilli par la suite, parce qu'on est quand même dans une société civile qui a voté massivement dans cette émission, donc qui est contre la corruption, mais où 95% de la population se dit prête à payer ou à recevoir un pot de vin. Et c'est une contradiction qui met en évidence un autre paradoxe. Le Nigeria, c'est le premier exportateur de pétrole d'Afrique et c'est aussi le pays qui enregistre le plus grand nombre de personnes qui vivent dans la plus grande pauvreté dans le monde. David Diop, est-ce qu'il y a une espèce d'enchaînement mécanique, les inégalités qui engrangent systématiquement de la corruption, ou l'inverse, c'est la corruption qui crée des inégalités? Je crois que la corruption existe partout. Et ce sont les moyens, en fait, de la réguler, de la contrôler ou de s'y opposer qui varient selon les pays. Et plus le pays est riche, plus ses moyens sont importants et sont efficaces. Et moi, je vois dans ce concours un aveu de faiblesse, en fait. Oui. Ça montre qu'il y a finalement l'impuissance totale pour régler ce problème. Alors, ça met sur un piédestal une personne, mais le principe même de ce vote-là indique que toutes les rigueurs ou le recours juridique ne fonctionnent pas. Et au sommet de l'État, d'ailleurs, c'est que l'État est impuissant pour réguler ça, visiblement. C'est très compliqué. Oui. Un mot avec cette idée en plus que le non corrompu, l'incorruptible, est une personnalité extraordinaire. Oui, c'est donc ça, tous les autres, tous les corrompus sont ordinaires. Oui, oui. Deuxième actualité. Eh bien oui. Anne. On va parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'en ce moment, tout le monde m'appelle pour en parler. Car vous êtes voilà. Emmanuel Macron va présenter demain au Conseil des ministres les éléments de sa grande concertation démocratique et figurera peut-être donc des éléments de réflexion autour du RIC, qui est une des grandes revendications du mouvement des Gilets jaunes actuellement. Alors c'est quoi? C'est que en fait, une proposition de loi, si elle recueillait 700 000 signatures, devrait être soumise à l'Assemblée nationale, qui après devra la discuter, l'amender, puis éventuellement la voter. Justement, puisqu'on nous dit que ça existe déjà en Suisse et que c'est les votations. Les votations, qui recouvrent d'ailleurs plusieurs types de référendums avec plusieurs types, je dirais, de participation citoyenne selon les objets.
Alors, comment ça fonctionne en Suisse? On entendait ce matin que finalement, au départ, ça commence toujours par une question de gauche et ça finit toujours... C'était François Suron, un avocat constitutionnaliste sur France Inter. Alors, pas toujours. Il y a des questions de droite, et de plus en plus. D'accord. Enfin, lui portées soulignait notamment la par les partis récurrence des populistes. questions de gauche. Le système, effectivement, suisse prévoit à plusieurs niveaux, donc c'est important de le noter, à plusieurs niveaux, la possibilité pour le peuple de déposer des objets de référendum, donc de poser des questions. Si ces questions sont validées, moyennant un certain nombre de signataires, et qu'elles sont jugées valides, elles sont portées à la connaissance du peuple qui peut se prononcer. Alors, retenons quand même 2 éléments centraux. Le premier, c'est la possibilité de ce qu'on appelle l'initiative populaire, c'est-à-dire 100 000 citoyens qui signent un amendement à la Constitution. Ils demandent d'amender la Constitution. C'est ce qui s'est passé en 2009, vous vous souvenez, ce fut très décrié, l'interdiction des minarets dans les mosquées. Là, c'est un amendement à la Constitution puisque l'initiative l'a emporté. Deuxième type de référendum, c'est si 50 000 citoyens se prononcent pour examiner la régularité d'une loi déjà votée par le Parlement. Exemple, toujours 2009, le Parlement décide avec le gouvernement d'acheter 22 avions de chasse. Eh bien, le peuple dit non, nous, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça a marché? Est-ce que la population se sent mieux représentée? Oui. Est-ce qu'elle a l'impression d'être davantage dans une d'agir? Oui, incontestablement. Je crois que vous montrez à l'écran des affiches extrêmement problématiques qui ont été utilisées par des partis populistes. C'est un vrai problème. Il y a en Suisse ce problème de l'instrumentalisation de la démocratie directe. C'est clair, la peur, on y revient. Mais si la question est-ce que ça concourt à un sentiment de participation? Incontestablement. Il faut le privilégier, c'est quelque chose, c'est une piste à suivre, David Diop, malgré le risque de dérive ou de démocratie du clic ou de la passion ou de la pulsion. Alors, vraiment, c'est une question tellement complexe. J'aime votre humilité et votre prudence. Non, mais c'est vrai, moi je viens ici, je suis un modeste écrivain, et cette question-là engage certainement une réflexion extrêmement profonde, non seulement sur la sociologie des pays. Je ne sais pas si ce qui fonctionne en Suisse... Pour la rapporter à la France, il y a un fossé qui semble de plus en plus béant, criant entre un État qui n'écouterait pas et des citoyens qui veulent peser d'une façon ou d'une autre. Oui, alors si ce système permet en effet aux citoyens de s'exprimer avec le sentiment d'être écoutés, parce qu'il faut se demander ensuite quels seront les effets de ces choix. C'est bien. Après, je me suis posé la question, toute bête, mais après, je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Qu'est-ce qui suscite qu'un groupe de citoyens décide de poser telle ou telle question? Est-ce que ce n'est pas aussi... il n'y a pas là un risque d'instrumentalisation de ces questions-là, de ces choix-là. Donc j'imagine que la Suisse a bien réfléchi à ce problème-là, mais c'est un débat qu'il faut peut-être ouvrir. Le risque existe, il faut savoir que souvent les référendums sont des référendums qui visent à sanctionner ou à approuver des lois ou des textes qui ont été votés. Donc là, c'est une fonction de contrôle. Et moi, pour avoir parlé avec pas mal de gilets jaunes sur les barrages, les ronds-points, c'est quelque chose qui est très important dans leur tête. Pouvoir contrôler l'action des élus et du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, le gouvernement? Le RIC ne séduit pas tout le monde, et notamment pas le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui craint que ce soit générateur d'instabilité. On le regarde. Ce qui fait que la Ve République, et c'est comme ça que le général de Gaulle l'a conçue, c'est aussi la stabilité. On juge d'une politique quand elle a produit ses effets. Si, tous les 6 mois, il faut revenir en arrière sur des politiques qui ont été conduites, franchement, c'est aussi un principe de responsabilité démocratique. Oui, alors Sarah Suarez, est-ce que ça peut générer beaucoup d'instabilité, ce référendum d'initiative citoyenne? Je pense que vu le climat que nous avons aujourd'hui en France, ça permettrait justement d'alléger un peu les choses, de s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on s'exprime, on a un avis sur tout, on le met sur Twitter, on le met sur Instagram, on le met pas. On émet des opinions partout. Et sur les effets de la démocratie, sur certaines décisions très importantes, on n'a pas un lieu d'expression. Et le référendum la démocratie d'opinion, c'est la panacée, c'est ça qui garantit... Je pense qu'en ce moment, on vit dans ce type de société. Donc c'est un mécanisme qui permettrait justement à la société de s'exprimer, et je pense que ça permettrait aussi de calmer un peu... La société peut s'exprimer en votant, et pourtant elle s'abstient aux élections. De plus en plus. Oui, justement, mais il y a des décisions qui se prennent entre une votation et la suivante, et là on n'a pas de mot à dire, on n'a pas de parole. Les élus, visiblement, ne sont pas en train de faire bien leur travail de lien entre le citoyen et le pouvoir. Et il y a justement une méfiance très importante qu'en ce moment, c'est établi entre le pouvoir et le citoyen.
citoyens. Et il faut trouver un moyen d'entendre entre les deux secteurs. Hein. C'est indispensable. Est-ce que ça ne sonne pas tout bêtement le glas de la démocratie représentative? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas essayer de parfaire celle-là plutôt que d'essayer de lui trouver des béquilles? Moi, je ne crois pas que ça sonne le glas de la démocratie représentative. Par contre, ça sonne sans doute le glas d'une certaine Ve République. Soyons clairs, la Ve République n'a pas du tout été conçue comme ça. Le référendum dans l'esprit de la Ve République en France, c'est un plébiscite. Il est porté par le pouvoir pour se légitimer. Donc là, il y a une révolution. Il y a une révolution institutionnelle à faire. Mais non, au contraire, parce que les élus, les députés en Suisse sont là aussi pour accompagner le processus législatif, pour le défendre sur le terrain, précisément lorsqu'il y a des votations. Et je voudrais juste dire qu'il y a quand même des verrous. Un verrou, par exemple, pour les grandes questions, il faut la majorité du peuple et la majorité des cantons. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous appelez une grande question ? Par exemple, la question qui s'était posée récemment sur l'immigration de masse. Voilà, alors là, en l'occurrence, elle a été approuvée, mais ce verrou est quand même là et je crois que c'est important. Et les traités internationaux, notamment sur la peine de mort. On ne peut pas remettre en cause les traités internationaux. Merci Richard Verly, Sarah Suarez et David Diop, frères d'âme, prix Goncourt des lycéens. Merci d'être venus avec cette humilité absolument lumineuse. Participer à ce hors-série. Merci encore David Diop. Dans un instant, la suite, nous retrouverons les chérubins Maudu et Saltiel à propos des mosaïques de l'église de Bethléem et à propos du mariage gay, une vague de mariage gay au Brésil avant l'intronisation du nouveau président Bolsonaro. Mais d'abord des intox ce soir, la brigade de détection des Infox s'intéresse à une statistique à propos de la pollution dans le monde. C'est une statistique qui circule depuis des années. Les 15 plus gros bateaux du monde pollueraient autant que la totalité des voitures sur la planète, soit plus de 800 millions de véhicules. Les versions changent un peu parfois, le nombre de navires aussi, mais l'idée reste la même, effrayante. La source de cette affirmation est une lecture un peu trop rapide des travaux d'un chercheur américain, James J. Corbett. Ce dernier a réalisé un calcul théorique en 2009 pour alerter sur la pollution aux oxydes de soufre due au secteur du transport maritime qui utilise un carburant beaucoup plus soufré que celui que vous mettez à la pompe dans votre voiture. Il a calculé que si 16 mégatransporteurs utilisaient le pire carburant disponible, ils émettraient autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde roulant avec le meilleur carburant disponible. Certains ont fait de cet exemple extrême une vérité générale. Vérité qui est d'autant plus douteuse aujourd'hui que la part d'oxyde de soufre dans le diesel marin est passée de 4,5% à 3,5% en 2012 et devrait tomber à 0,50% en 2020 selon les réglementations de l'Organisation maritime internationale. Dans 4 zones, la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Caribéenne et une zone autour de l'Amérique du Nord, ces concentrations devront même rester sous 0,1%. Ajoutons que cette statistique, déjà très contestable pour le dioxyde de soufre, ne s'applique pas aux émissions de CO2 ou encore à la consommation de fioul, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Cela n'enlève rien à la réalité de la pollution, bien réelle, du secteur maritime, mais les chiffres les plus chocs sont parfois aussi les plus tocs. Bien vu des intox, ça va les gamins? Très bien. Gamin, oui, d'une quarantaine d'années. Gamin poilu. Xavier, alors elles étaient recouvertes, ces mosaïques de la basilique. C'est une basilique? Oui, basilique. Oui, la basilique de la Nativité de Bethléem, de Suie. Oui. Et elles ont été restaurées et tout d'un coup, elles sont apparues absolument étincelantes et extraordinaires. Elles sont magnifiques. N'est-ce pas? Oui. Alors, mosaïque de la Nativité ou selon, voilà. C'est là où serait né l'enfant Jésus. Voilà. Oui, bravo. Est-il né là? On ne sait pas. On ne sait pas. On croit que oui. Et ça vous a donné envie de nous raconter l'histoire des origines de la crèche. La crèche, et oui, la crèche, quelque chose de magnifique, des origines assez étranges. En 1207, le pape Innocent III pique une grosse colère. Il met fin à toutes les bouffonneries théâtrales que les diacres et les prêtres organisent dans les églises au moment de Noël. Oui, parce que pour les chrétiens, le mois de décembre, c'est l'Avent, vous voyez, une période pendant laquelle on prépare la venue au monde de l'enfant Jésus, une sorte de carême. Donc quand ça prend fin du carême, youpi, on fait la fête, quoi, c'est sympa, on appelle des comédiens, on fait des petites scénettes, on ripaille un petit peu, ça se termine en orgie. Bref, Innocent III met fin à tout ça. C'est pourquoi, en 1223, François d'Assise, le futur saint, prend toutes ses précautions. Il demande l'autorisation au pape d'organiser une mise en scène de la Nativité dans l'église de Greccio. Ça se trouve au nord-est de Rome. Bon, le pape regarde, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a la Vierge, il y a Joseph, des bergers, c'est des gens de la région. Tout ça paraît bien innocent, tu peux y aller. La crèche de Greccio, donc de 1223, c'est la première, en tout cas la plus ancienne dont on ait la trace. Mais en vérité, c'est pas innocent du tout. C'est pas innocent parce que c'est pas un hasard si c'est Saint François d'Assise qui la met en place. François d'Assise, les franciscains prônent la pauvreté, en opposition à la papauté, le Vatican, richissime.
Et en faisant le choix de représenter le petit enfant Jésus tout nu avec Momon, Papa, dans les tables, vous voyez, c'est rappeler la misère des origines de l'Église, la pauvreté originelle. Donc, nous ne sommes pas des ravis de la crèche. La crèche, c'est bien une œuvre de propagande des franciscains. Mais enfin bon, une œuvre de propagande qui a connu un grand succès, qu'elle soit crèche modeste ou crèche grandiose ou crèche végétale. Oui, mais celle-là, on la doit au professeur Rollin. Je m'adresse plutôt à ceux qui ne croient pas en Dieu et je leur dis, qu'est-ce qui vous empêche de faire vous aussi une crèche? Une crèche à votre manière, votre crèche. Tiens, la crèche des végétariens, une tomate entourée d'un poireau et d'une branche de céleri surplombée d'un poivron et d'une paire de courgettes. Un peu plus loin, un radis portant un navet sur ses épaules. C'est beau, c'est pas mal. Pas mal, Rollin. Alors, au Brésil, une vague de mariages gays. Mariage en rafale au Brésil. Ce samedi à Sao Paulo, 38 couples lesbiens et gays se sont souhaités le meilleur, car ils redoutent le pire avant l'investiture, le 1er janvier prochain, de Jair Bolsonaro, un homme qui n'est pas jugé très favorable, pour le moins hostile à la communauté LGBT. En 2011, il déclarait qu'il préférerait voir son fils mourir dans un accident plutôt que le découvrir homosexuel. On le sait, il a été élu avec le soutien des églises évangélistes en défendant ardemment les valeurs de la famille traditionnelle. Alors ces mariages en chœur, puisqu'ils se sont célébrés en même temps, sont un acte d'amour, mais aussi un acte politique. D'ailleurs, selon l'association des notaires brésiliens, il y aurait eu une augmentation de 25% des mariages homosexuels dans tout le Brésil et de 42% à Sao Paulo depuis l'année dernière. Alors ces cérémonies sont organisées dans un grand élan de solidarité qui est né sur Internet. On partage les frais du cuisinier au photographe, en passant par le DJ. Chaque bénévole vient donner un coup de main, pour passer la bague au doigt. Il y a même eu un refuge à Sao Paulo qui a monté une cagnotte pour pouvoir financer et célébrer une centaine d'unions, en même temps toujours, d'ici quelques jours. Alors techniquement, pour revenir justement sur cette menace, le mariage entre deux personnes du même sexe a été prononcé en 2011 suite à une décision de la Cour suprême brésilienne. Alors il y a peu de chances de voir ce texte et ce mariage remis en question, mais depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, on a pu remarquer une libération de la parole homophobe et aussi une augmentation des agressions dans les rues, ce qui est donc un paradoxe pour ce pays qui organise chaque année la plus grande marche de fierté d'Amérique latine et dont la devise qui orne le drapeau Ori-Verde est un couple de valeurs, ordre et progrès. Il semblerait bien que le progrès se mette en vacances. Merci mes amis, 28 minutes est terminé. À suivre une soirée théma documentaire présentée par Émilie Aubry. Pour commencer le monde selon Xi Jinping. Oui, ça marche droit. À demain, on se quitte avec le Sénégalais Baba Maal, un hommage à notre grand témoin, l'écrivain, formidable écrivain, prix Goncourt des lycéens David Diop.